Je vous propose qu'on commence, qu'on débute. Ça fera venir les retardataires. D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir. ID4Car s'associe à Ferrocampus pour pouvoir vous présenter, en tout cas animer ce webinaire du jour. Webinaire concentré sur et consacré à l'innovation dans le domaine du ferroviaire. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quand nous allons orienter cet atelier, atelier participatif, et on vous expliquera juste après en quoi il sera participatif, orienté en deux parties. Une première sur les dispositifs qui sont liés à l'innovation dans le ferroviaire, tant sur le plan régional, national qu'européen. Et puis une seconde partie liée aux activités, je dirais trains légers innovants, activités du Ferrocampus, Open Innovation, les capacités, les possibilités d'expérimentation pour vous qui vous sont proposées et du coup abordées aujourd'hui. Je disais atelier participatif, avant même qu'on se présente avec Chloé Artaud du Ferrocampus, participatif dans le sens où on va vous mettre à contribution, vous, partenaires, pour nous faire part de vos idées. Alors avant tout, vous voyez que vos micros sont coupés, n'hésitez pas à nous poser quelques questions au travers du chat, soit questions-réponses, soit discussions qui apparaissent en bas de votre écran. Mais vous aurez à la disposition aussi et à votre disposition l'utilisation d'un outil dont va nous parler Chloé, de façon à pouvoir vous faire participer activement à cet atelier. Chloé, si tu veux nous dire deux mots sur l'outil SparkUp. Oui, bonjour à tous. Donc, Chloé Artaud de Ferrocampus. On va animer la séance avec l'outil SparkUp que vous pouvez rejoindre en scannant le code qui est affiché à l'écran ou en rentrant dans votre navigateur web ferrocampus.sparkup.live. J'ai mis l'adresse dans la discussion et en entrant le code Ferro. OK. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur ou depuis votre tablette, peu importe le support. Donc, pendant nos présentations respectives de Chloé et moi-même, qui vont être peut-être très très courtes pour laisser place en effet au travail, aux discussions et à nos échanges, n'hésitez pas à télécharger à la fois à utiliser le QR code, à télécharger, en tout cas aller sur votre navigateur pour vous connecter, de façon à pouvoir répondre à nos petites questions qui ne devraient pas tarder. On vous invite également sur SparkUp à rentrer vos noms et prénoms et adresse mail si vous le souhaitez pour qu'on puisse vous identifier. C'est noté. N'hésitez pas à nous poser des questions via le chat si vous en avez. Allez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On imaginait avec Chloé une très courte présentation de nos structures afin de bien nous identifier. Ludovic, est-ce que vous pouvez me laisser la main, s'il vous plaît? Merci. Normalement, vous devez avoir à l'écran. OK, c'est tout bon. C'est parti. ID4Car, en quelques mots, parce que l'objet, c'est plutôt de vous partager les dispositifs d'innovation et les activités côté Ferrocampus. Donc, quelques mots sur nos structures respectives. Je vais prendre la main. ID4Car, pôle de compétitivité. On est présent et on intervient sur la thématique de la mobilité ou des mobilités terrestres, notamment sur le Grand Ouest, le Grand Arc Atlantique, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Je disais, ID4Car, pôle de compétitivité, notre objectif, nos travaux sont vraiment de mettre en avant tous les services, mettre en avant l'innovation au service des transitions, toutes les transitions environnementales notamment, et de pouvoir accélérer tout ce travail de transformation industrielle de l'ensemble de nos filières. ID4Car, je vous disais, pôle de compétitivité, on représente aujourd'hui un réseau de plus de 400 membres, de la start-up au très grand groupe, en passant par des laboratoires de recherche et des structures au profil académique. ID4Car, c'est aussi plus de 360 projets labellisés parce qu'un pôle de compétitivité a cette capacité à labelliser les projets. Il faut savoir qu'un grand nombre maintenant de financeurs,
de guichets, je dirais, stipulent même noir sur blanc au travers de leur cahier des charges et leurs recommandations très fortes aux porteurs de projets pour faire appel à un pôle de compétitivité et les accompagner. Si ce n'est, dans le cadre de certains guichets, le fait de requérir de façon obligatoire pour pouvoir déposer un projet, l'accompagnement et la labellisation par un pôle pour pouvoir déposer. ID4CAR, en quelques mots, on intervient en tout cas, vous avez sous les yeux notre périmètre et les thématiques qu'on adresse, bien entendu, les services de mobilité, tant pour le transport de personnes, de marchandises, que tous les changements comportementaux que les modes impliquent, mais aussi, bien entendu, le volet infrastructure, sur la partie aménagement, sur la partie intelligence des infrastructures. Et là, on imaginera bien les sujets par rapport notamment aux véhicules autonomes, tout comme la partie infrastructure au sens de l'énergie nécessaire pour nous mouvoir. Bien entendu, ça ne passe pas sans un focus important sur le volet véhicule et mobile de façon générale, en passant de l'auto au véhicule de plus gros gabarit tels que du camion au sens poids lourd, du bus, du car, du véhicule ferroviaire urbain, véhicule de la défense, tout en passant par des véhicules beaucoup plus légers de type micromobilité et tout en, pour terminer la chaîne de valeur, en tout cas cette chaîne de l'ensemble des mobilités, en passant par du off-road au sens du machinisme agricole et de la robotique mobile. Et puis finalement, puisqu'on traite cette chaîne complète de la fabrication jusqu'à l'usage des mobilités et des mobiles, et finalement, il y a tout l'aspect industriel qui est abordé, qui est traité par ID4CAR, au sens de la fourniture des solutions industrielles, donc des fournisseurs, mais aussi au sens de l'expertise métier de l'ensemble des acteurs de nos territoires, sans oublier la partie BE, la partie ingénierie. Je ne vous dévoilerai pas l'ensemble des membres du réseau. Comme je vous l'ai dit, il y en a plus de 400. Vous en avez quelques-uns à l'écran. Alors, n'hésitez pas, ce que je ne vous ai pas précisé aussi tout à l'heure, ce webinaire sera disponible en replay. Donc, n'hésitez pas. Là, je ne vais pas m'appesantir sur cette slide, mais en tout cas, voilà, de nombreux intervenants sur l'ensemble des thématiques qu'on adresse chez ID4CAR. Par contre, je resterai un petit peu plus longtemps sur cette diapo-là. C'est l'organisation d'ID4CAR, l'organisation du pôle de compétitivité. Vous avez sous les yeux les 6 services qui sont compris chez ID4CAR. Je resterai sur 2 d'entre eux. L'innovation en premier lieu, puisque c'est l'objet du webinaire aujourd'hui. Le volet innovation, puisque un pôle de compétitivité a pour vocation d'accompagner, d'aider les acteurs du territoire dans leurs souhaits de projets, de R&D, d'innovation, de développement, tant sur le plan, en tout cas pour aller chercher des financements, tant sur le plan régional que national qu'européen. Donc ça, c'est une des composantes et c'est le volet innovation. Et puis l'autre volet que j'abordais aussi un peu tout à l'heure dans nos thématiques, c'est le volet industriel, puisqu'on a aussi, pour objet et pour objectif de pouvoir soutenir la transformation de l'ensemble de nos filières au sens de l'industrie du futur, de l'usine 4.0. Je vous dirai quelques mots. En tout cas, ici ne sont présentés que quelques exemples de projets labellisés, puisque je vous ai cité tout à l'heure les plus de 360. Tout ça pour vous dire que finalement, on adresse des projets qui interagissent suivant toutes les filières des mobilités et suivant l'ensemble des marchés. Des sujets qui portent tant sur l'aspect matériaux, avec de l'allègement des matériaux, des sujets qui portent sur l'acoustique, qui portent sur les mobilités décarbonées et les nouvelles technologies, notamment de motorisation. J'entends stockage batterie, j'entends hydrogène, mais aussi des sujets qui adressent la sûreté, la sécurité, notamment vis-à-vis des véhicules autonomes, tout comme la cybersécurité au sens du véhicule et au sens des équipements embarqués, et sans oublier bien sûr tout l'aspect, le développement des technologies, des produits basés sur l'intelligence artificielle, tant sur l'embarqué qu'au sein, je dirais, de nos usines de fabrication, d'assemblage. Donc, vous voyez qu'on a des thématiques qui s'appliquent sur l'ensemble de nos filières et qui adressent l'ensemble des filières. Un autre exemple encore, le moteur roue, par exemple, qui sont des sujets qu'on adresse au travers de l'ensemble des actes et des projets qui sont diffusés. Vous avez mes coordonnées, mais on vous les diffusera aussi en aparté. Comme on vous le disait, pour ma part, en tout cas, je suis en charge du développement de l'activité d'ID4CAR en Nouvelle-Aquitaine. Et pour ma part, je suis basé à Poitiers.
N'hésitez pas si vous avez des questions, je sais que vous en avez, donc on pourra les traiter a posteriori. Je préfère alors déjà de laisser la parole à Chloé pour faire au campus, et puis deuxièmement qu'on adresse les différents dispositifs et objets de nos travaux du jour. Merci à vous. Chloé, si tu veux prendre la main. Bonjour à tous. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Très bien. Ferrocampus est une association issue de la Nouvelle-Aquitaine qui a pour vocation de fédérer les acteurs de la filière ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau national, et de co-construire l'innovation et les formations pour la filière ferroviaire. Donc, Ferrocampus est situé à Saintes, en Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine. Et nous sommes une association créée en 2021, donc toute jeune, qui est en phase d'amorçage. Et donc, nous commençons à construire de nombreux partenariats pour créer des formations et un pôle innovation avec l'ambition pour 2030 d'avoir un modèle stabilisé avec sur le site de Saintes environ 800 à 900 apprenants par an, un pôle d'excellence digitale, des activités économiques, de recherche et de formation, et l'ambition d'un pôle européen d'expérimentation collaborative. Au niveau des formations, on a déjà commencé dès 2022, dès la rentrée, avec une mineure métier avec La Rochelle Université au niveau première année de licence, des colorations avec 8 lycées qui vont, donc des colorations de filière de CAP à Bac+2. Une formation des professeurs du lycée Bernard Palissy à Saintes par Sistra, et une formation pour les demandeurs d'emploi, également en collaboration avec Sistra, dans le cadre du RNCP. À l'étude également, on réfléchit, on crée une école d'ingénieurs Subferro, donc en collaboration également avec l'EXI et l'ESTACA, avec qui on crée également des bachelors pour les rentrées prochaines. Au niveau de l'innovation et de l'expérimentation, on est d'ores et déjà impliqué dans plusieurs projets, Stark, Train léger innovant et Nouvelle signalisation ferroviaire frugale, donc engagé en tant que partenaire dans des consortia pour créer le train de demain et l'infrastructure et la signalisation de demain. Tout à l'heure, Benoît Rousset vous présentera également le lancement de l'appel à innovation et expérimentation de la région Nouvelle-Aquitaine et du Ferrocampus. Et Ferrocampus, c'est la volonté de mettre à disposition de la filière des moyens d'expérimentation à 3 niveaux. Le niveau digital et data mutualisé, data d'expérimentation, au niveau matériel roulant et au niveau infrastructure et signalisation. Sur ces 2 derniers points, Virginie Taillandier, tout à l'heure, vous présentera les dispositifs qu'on met en place. Je voudrais revenir sur 2 temps forts actuellement pour Ferrocampus. C'est les Ferrocampus Days le 8 et 9 novembre, donc dans 2-3 semaines, avec une première journée dédiée aux assises des lignes de desserte fine du territoire et à la formation et à l'emploi. Et une deuxième journée, le 9 novembre, sur l'innovation avec la réalisation d'un hackathon où nous réfléchirons tous ensemble collectivement sur 6 sujets d'innovation voilà, qu'on vous présentera. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site ferrocampusdays.fr pour vous inscrire et pour regarder le programme plus en détail. Un autre événement également que Ferrocampus organise, c'est le Rail Innovation Challenge qui
a vu sa première phase d'inscription et de participation des étudiants se clore avant-hier. Donc, 250 inscrits étudiants, 61 équipes qui ont déposé un projet et donc nous entrons dans une phase d'évaluation de ces projets. Donc, si vous êtes intéressé pour mentorer ou pour juger les projets, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Chloé. Merci pour ce point-là. Je vous propose qu'on rentre directement sans plus tarder, dans le vif du sujet qui nous tient aujourd'hui à cœur, hein, et qui fait l'objet de notre atelier ou webinaire. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous allez vous aussi pouvoir participer, parce que comme on le précisait aux premiers arrivés, vous avez à votre disposition, et Chloé vous a rappelé dans le chat, le lien à télécharger, ou en tout cas à suivre, pour pouvoir utiliser l'outil SparkUp, l'outil qui vous permettra de participer, parce que vous allez voir à la fin de cette première partie un premier jeu de questions, courtes questions, pour détecter votre intérêt, et dans une deuxième partie pour pouvoir recueillir l'ensemble de vos idées. Donc n'hésitez pas à utiliser, à suivre ce lien. Donc, je vous propose qu'on débute cette première partie. On a le plaisir aujourd'hui de pouvoir accueillir Monsieur Giorgio Travaini, qui est Head of Programs chez Europe's Rail et qui va pouvoir nous parler des topics, des différents calls européens ferroviaires. En tout cas, certains, en faire un focus aujourd'hui sur certains. Giorgio, je vous laisse la main. Merci. Et bonjour tout le monde et merci pour cette invitation. Merci à Ferrocampus et ID4Car. Je vais donc partager une présentation qui est très longue, mais rassurez-vous, je l'ai fait longue pour que vous puissiez après la distribuer et je vais aller assez vite sur les slides. Comme ça, si vous avez des questions que vous voulez écrire dans le chat, je serai ravi de répondre. Donc, c'est une présentation sur le premier appel d'offres, le deuxième appel à proposition de Europe's Rail. Europe's Rail est une entreprise commune, donc c'est un instrument de l'Union européenne, c'est un body de l'Union européenne qui a pour but de implémenter un programme de recherche et innovation. Et avec cette implémentation, il finance aussi, avec le budget de l'Union européenne, une partie de cette innovation. Donc, la structure du programme, vous la voyez à l'écran. Je ne vais pas aller dans le détail, mais sachez que ce qu'on veut faire, c'est vraiment couvrir tout l'aspect innovatif du système ferroviaire, ne pas seulement avoir de la recherche pour la recherche, mais pousser la recherche au plus haut TRL et ensuite l'intégrer dans le système ferroviaire avec une approche de système, coordonnée avec tous les acteurs, de façon à ce que puisse ensuite être déployé de façon optimisée et là où il y a un intérêt de façon européenne, possiblement avec aussi un soutien européen. Nos membres, le membre privé et les membres publics, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est représentée par la Commission et vous pouvez voir ce qu'on appelle les membres privés, qui englobe grosso modo les gros acteurs ferroviaires, qu'ils soient publics ou privés, mais de tous les domaines, donc les opérateurs, les gestionnaires d'infrastructures, les industriels, les chercheurs, et ainsi de suite, et il y en a bien d'autres. Mais pour participer à notre programme de recherche et innovation, il est ouvert à tout le monde, pas seulement aux membres. Être membre signifie simplement faire partie de la gouvernance de cette entreprise commune et il signifie aussi de s'engager à donner des ressources en plus par rapport à ce qu'on met à disposition avec l'argent de l'Union européenne. Donc, en fait, être membre, en pratique, ça signifie avoir un cofinancement bien mineur par rapport à être non-membre. Donc, si vous êtes non-membre, vous avez un avantage à ce niveau-là. Ici, vous voyez simplement la répartition des documents qui sont clés pour que vous puissiez ensuite répondre à nos appels à proposition. Donc, le premier document, c'est simplement
la regulation qui détermine, la loi qui va déterminer notre existence. Le deuxième, c'est le master plan où il y a nos objectifs. Le troisième niveau, c'est un niveau qui vous intéressera déjà sûrement, où on va décrire le programme de recherche-innovation pour les 10 prochaines années. Donc, c'est déjà votre vision pour le futur. On va bien sûr le changer si nécessaire. Et ensuite, dans le programme de travail annuel, c'est là où on met nos appels à propositions. Et donc, vous pourrez voir notre deuxième appel à proposition qui est ouvert en ce moment. Donc, je vais focaliser sur celui-là. L'appel à proposition, c'est celui que vous voyez sur la deuxième ligne. Il concerne les exploratory research. Donc, c'est plutôt de la recherche fondamentale ou des études ou de la recherche assez innovante. Et on met à disposition 12,5 millions d'euros sur 10 topics. Et la plupart des topics sont financés à 100%. Il y en a quelques-uns qui sont financés à 70%, d'où ces 2 millions d'activités non financées. Celle-ci, c'est la liste des 10 topics. Ici, vous ne voyez pas encore les titres, mais en fait, ce que vous voyez, c'est une division entre deux catégories. Il y a une catégorie qui est labellisée avec FA7. Donc, ça fait partie des actions que dans notre programme, dans notre Multi-Annual Work Program, on l'a mis comme flagship area 7, c'est-à-dire c'est toute la recherche innovative et disruptive qui n'est pas forcément rail, c'est-à-dire c'est plutôt en mode de transport guidé. Donc, ça peut être Hyperloop, ça peut être des pods, ça peut être de la technologie maglev, et ainsi de suite. Et ensuite, ce que vous voyez labellisé avec EXP-R, c'est de la recherche sur le ferroviaire exploratoire. Ce que vous voyez aussi, c'est le niveau de TRL. Le niveau de TRL, ça varie, mais en général, pour cet appel à proposition, il est assez bas. Et le niveau de TRL détermine le type d'action. Donc, pour ceux qui sont familiers, c'est simplement les types d'actions basés sur les règles d'Horizon Europe. Pour simplifier aussi, quand vous voyez IA, Innovation Action, ça signifie que l'action est financée à 70% pour les entreprises et institutions privées. Pour les publics, c'est toujours 100%. On s'attend pour chaque topic d'avoir un projet financé. Et la raison, c'est parce que pour chaque topic, on crée une ranking list et ceux qui sont évalués comme étant les mieux présentés, normalement, obtiendront un financement. Si un projet demande moins par rapport à la contribution maximale qu'on a indiquée ici, bien sûr, on pourra financer plus d'un projet s'ils sont complémentaires. Alors, ici aussi rapidement, la liste des topics. Je ne vais pas aller dans le détail, sauf sur 2 topics où on m'a demandé d'aller un petit peu plus dans le détail, mais de toute façon, vous trouverez tous les requis dans notre appel à proposition. Notre appel à proposition, il est publié sur notre site web, Europe's Rail, ou sur le Funding and Participant Portal, Funding and Tender Portal, qui est de la Commission européenne. Donc, c'est le moyen aussi pour soumettre vos propositions. C'est via les outils de Horizon Europe qui se trouvent sur le site web de la Commission européenne. Donc, le premier sujet où on m'a demandé effectivement d'aller un peu plus dans le détail, c'est le premier que vous voyez à l'écran. Donc, il concerne ce qu'on appelle les moving infrastructures, c'est-à-dire une nouvelle idée de comment intégrer le système ferroviaire avec les autres modes de transport terrestres. Donc, en particulier ici, c'est pour la route. C'est pour voir comment on peut faire une journey, donc un voyage d'un point A à point B sans changer de véhicule. Parce que comme vous savez, avec le rail, on ne peut pas aller du point A au point B. Il faut forcément changer un véhicule. Donc l'idée, c'est vraiment
à ce stade de réfléchir. On a défini 3 workstreams qui doivent être tous adressés. Donc, un, c'est pour définir est-ce qu'on a un use case, est-ce qu'on a un business case et quelle est l'analyse de cost business et quel serait effectivement le mode opératoire pour faire fonctionner ce nouveau mode de transport qui peut aller sur route et qui peut aller aussi sur fer. Donc, ça, c'est la première tâche qu'on demande. La deuxième tâche qu'on demande, c'est de se focaliser sur l'aspect véhicule, donc, ou pod, si vous voulez. Donc, c'est de définir au niveau pod jusqu'à un TRL2, donc pas très élevé, mais de commencer à définir le design concept du véhicule, comment l'information et la communication de ce véhicule va se passer, comment on transfère le pod d'une infrastructure à une autre, et ainsi de suite. Ensuite, le workstream 3, il concerne l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va poser, enfin, qu'est-ce qu'il y a entre l'infrastructure et le pod, qui permet effectivement cette interopérabilité entre différents systèmes de transport. Et donc ici, il faut réfléchir par exemple au locking mechanism pour s'assurer que l'aspect véhicule et l'aspect infrastructure interopérable soient bien attachés et comment on va valider tout cela. Et donc, on demande un TRL légèrement plus élevé, un TRL 3-4, avec déjà une première expérimentation, un premier proof of concept. Ensuite, d'autres topics qu'on a dans cette call, qui concernent toujours ces aspects non-rail pur, c'est une activité sur le maglev. C'est une autre activité sur le Hyperloop. Sur le Hyperloop, il y a une particularité. On met à disposition 2,3 millions, mais on demande, au vu des projets nationaux en cours, d'augmenter la valeur totale du projet de 10 fois. C'est-à-dire qu'on s'attend, avec 2,3 millions, d'avoir un projet à 23 millions. Ensuite, les projets plus ferroviaires, donc on a un projet qui concerne les stations ferroviaires et comment on peut les rendre plus, disons, écologiques et aussi connectés socialement. Donc, c'est vraiment avec une idée de Smart Cities derrière. On a une activité qu'on propose sur l'aide à définir, surtout pour des raisons de standardisation, les contraintes liées au pont et liées quand le train passe sur le pont, toute la partie dynamique. Donc, il y a plein de réquis définis et tous les inputs de ce projet vont aller vraiment dans la standardisation et peut être avec l'agence ferroviaire ou avec les activités de Seine. Ensuite, on a aussi un appel à proposition sur les PhD en général. On demande les universités et les centres de recherche de former un network et ensuite de définir un certain nombre de PhD. On a fourni une liste indicative, mais il peut y en avoir d'autres. Ensuite, un autre projet, c'est sur surtout pour les SMEs, pour voir SMEs ferroviaires qui ont souffert pendant le Covid, mais même avant, sur leur supply chain. Et donc, c'est vraiment une étude pour voir comment améliorer l'accès au supply aussi au niveau européen. Ensuite, un autre topic concerne plus l'aspect fret. Donc aujourd'hui, le fret du côté de rail est très peu visible. Donc l'idée, c'est de le rendre beaucoup plus visible, ces services, les rendre beaucoup plus visibles et en même temps, essayer de simplifier les aspects contractuels. Donc une étude sur comment on peut standardiser les aspects contractuels pour améliorer aussi le fret ferroviaire. Un autre topic on m'a demandé d'aller un peu plus dans le détail, c'est ce topic-ci qui concerne la digitalisation et l'automatisation
d'automatisation dans le système passager et fret ferroviaire. C'est-à-dire que dans Europe's Rail, mais aussi dans l'initiative précédente de Shift to Rail, on a investigué beaucoup de sujets qui vont amener le secteur ferroviaire à être digitalisé et à amener beaucoup d'innovations qui vont amener l'automatisation des technologies et des services. Alors, l'idée, c'est de réfléchir avec ce projet et définir quels peuvent être les cas d'usage que la digitalisation et l'automatisation peuvent amener dans le système ferroviaire qui sont complètement innovatifs. Donc, de nouveaux types de services qu'aujourd'hui on n'a pas, mais qu'on peut imaginer qu'on pourrait mettre en place grâce à la digitalisation et l'automatisation, et donc la définition d'au moins 4 nouveaux services. Donc, vraiment, ça reste un bas TRL, un TRL 3, mais commencer à définir quels peuvent être ce type de services qui vont fournir un meilleur accès pour le ferroviaire et une meilleure performance pour le ferroviaire pour les usagers. Analyser ça d'un côté de business case et analyser ça aussi d'un côté supply chain, comment on fait en sorte que tous les acteurs peuvent bénéficier de ce nouveau service ou peut-être seulement certains acteurs. Et ensuite, de comment ces nouveaux services peuvent aider à un model shift, à aider à une meilleure utilisation du système ferroviaire. Et le dernier topic que vous voyez ici, c'est le topic sur le DAC. DAC, c'est un Digital Automatic Coupler, donc c'est le couplage automatique, mais pas simplement automatique, aussi digital, où on a la communication et l'énergie qui passe avec. Donc, c'est vraiment très spécifique pour le ferroviaire. Dans le programme Europe's Rail, on a déjà une activité technique pour finaliser le prototype du DAC et arriver à une version complètement automatisée. Mais ici, c'est vraiment de réfléchir sur la roadmap de comment on va l'implémenter sur le sol européen. Donc, je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, Sergio, excuse-moi, il vous reste 30 secondes. Voilà, donc je suis effectivement à 15 minutes. Donc, j'irai assez vite. Ici, c'est dans Europe's Rail, on utilise les règles d'Horizon Europe. Donc, les règles d'éligibilité pour qui peut participer, c'est les mêmes. Les règles d'évaluation des propositions aussi restent les mêmes. On a toutefois rajouté quelques critères en plus que vous pourriez regarder et lire attentivement par la suite. Le moyen où on évalue et on arrive à fournir le grant, c'est le même que la commission, si vous voulez. Mais on a aussi une particularité pour vos projets. Si vous voulez participer, je vous encourage à participer. Sachez qu'on utilise le LAMSAM, c'est-à-dire on ne va pas rembourser les coûts, mais on va convenir au tout début sur une somme et ensuite on va vous payer par Work Package complet. Si le Work Package n'est pas complété, ben alors vous n'aurez pas de paiement. Donc, il y a un avantage et des risques. Mais le gros avantage, c'est aussi qu'il n'y a plus d'administration. Donc, il n'y a pas de reporting à faire de votre côté sur les coûts. Il n'y a pas d'audit par la suite non plus qui vont, disons, vous prendre le temps chez vous. Et pour faire ça, vous devez remplir, par contre, en phase de proposition, une table financière assez détaillée, autant détaillée que vous le fassiez avec les propositions non LAMSAM. Et nous, on va baser notre analyse avec des experts externes sur effectivement ce que vous nous dites comme étant la valeur du projet, si c'est correct ou pas. On va aussi regarder au niveau statistique si les coûts que vous allez mettre sont en ligne avec le passé. Et si oui, à la fin du grant agreement, à la fin de la préparation du grant agreement, on va convenir à la somme de l'ensemble par work package. Pour les membres, c'est un peu différent. Donc, comme je vous y disais, les membres doivent contribuer beaucoup plus. Voilà, il y a un formulaire en plus pour remplir par rapport aux membres sur leur contribution additionnelle. Voilà.
Tout le reste, c'est des documents de Belge. Bon, merci Giorgio. Je suis sûr qu'il y aura tout plein de questions. Alors, n'hésitez pas via le chat et puis on compilera les questions. Sinon, vous aurez tout le plaisir de pouvoir participer au travers de l'utilisation de l'outil SparkUp. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre tout dernièrement, vous avez dans le chat la possibilité d'utiliser le lien pour télécharger ou en tout cas vous connecter à l'outil SparkUp. Et je vous rappelle que cet outil vous permettra dans dans quoi, 20 minutes, une demi-heure, de pouvoir nous répondre à quelques questions et notamment marquer votre intérêt pour certains des dispositifs, certains des guichets qui ont été présentés, notamment par Giorgio Travaini à l'instant, sur le plan de l'Europe, mais aussi sur le plan national et sur le plan régional. Donc, je vous invite vivement à vous connecter via l'outil. Chloé, veux-tu… je te passe la main? Oui, donc effectivement, n'hésitez pas aussi sur l'outil SparkUp à éditer votre profil pour entrer votre prénom et votre nom. Ce sera plus sympathique que visiteur. Nous passons maintenant à la présentation de Tommy Eléouette, qui va vous présenter le Corifère deuxième édition. Tommy. Bonjour, effectivement, donc je travaille à la Direction Générale des Entreprises au sein du service de l'industrie. Je m'occupe notamment des questions de l'industrie du ferroviaire et des questions d'innovation. Alors cette présentation aurait dû être l'occasion de faire de préciser des annonces qui auraient dû être faites par les ministres des Transports et ministres de l'Industrie. L'annonce a dû être repoussée en raison du contexte politique. Voilà le contexte. Donc je dois faire une présentation qui sera un peu moins précise que ce qu'elle aurait pu être. Donc, mais je peux quand même vous dire ce à quoi on travaille. D'abord, vous réaffirmez l'intérêt fort de l'État à soutenir l'innovation dans le ferroviaire. Donc le Corifère et l'AMI qui a été lancé l'année dernière était une première manifestation, mais voilà, on veut continuer, on veut amplifier cette dynamique, et donc je souhaite la réaffirmer auprès de vous. On est en train de créer un Corifère. Donc Corifère, c'est censé être un comité de recherche et innovation dans le ferroviaire. Donc ne pas être seulement un AMI, donc un moyen uniquement financier pour financer des projets, mais aussi un moyen pour qu'il y ait des échanges entre l'État et la filière ferroviaire. Et donc, pour structurer ces échanges qui existaient, mais peut-être un petit peu plus de manière bilatérale entre chacune entreprise ou chacune des associations professionnelles ou clusters. Et là, on va plutôt essayer de fluidifier, donner une instance où on pourra discuter. Et donc, ça permettra finalement pour l'État de mieux connaître les besoins de la filière, savoir si les outils qu'on met en place sont adaptés, pas forcément bien adaptés, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'on peut changer, et pouvoir en discuter en mettant les choses sur la table et en discutant de manière franche et ouverte. Et aussi, à l'inverse, pour l'État, d'essayer de recevoir de la part de la filière une vision un peu stratégique, de la construire avec la filière, de qu'est-ce que va être l'innovation dans le ferroviaire dans les 5 prochaines années en France, en gardant une subsidiarité par rapport à ce qui est fait par le programme Europe Rail que vient de nous présenter le collègue qui travaille chez Europe Rail. Et donc voilà, le but c'est on va pas soutenir les mêmes objets, on va tenir compte des soutiens qui sont donnés au niveau européen, et on va agir sur d'autres éléments qui sont pas forcément soutenus au niveau européen parce que le niveau européen ne fait pas tout, et qu'au niveau français il y a des financements qui sont peut-être différents, qui s'adressent à des entreprises différentes sur des thématiques différentes. Et donc on discute de tout ça, de ces thématiques avec la filière ferroviaire. Et donc, je dois aussi vous confirmer qu'on souhaite lancer un nouvel AMI. Donc, on ne parle pas que de l'AMI, mais on en lancera un également. Et donc, il y a cette perspective au bout, finalement, de pouvoir déposer de nouveaux projets, de pouvoir financer de nouveaux projets par l'État. Plusieurs associations et clusters, pôles de compétitivité font le lien avec l'État et portent les demandes des entreprises, des PME auprès de l'État et donc auprès de nous. Donc, que ce soit la direction générale d'entreprise ou les autres directions ministérielles qui s'occupent de ferroviaire et d'innovation dans le ferroviaire. Donc, je vais vous passer le message de vous rapprocher d'eux pour vous dire, quand il y a des outils de financement et d'innovation, pourquoi vous ne pouvez pas les utiliser,
pour monter des projets, rapprochez-vous d'eux. Ils ont une expertise à vous donner pour bien structurer les projets, bien les présenter, parce que la présentation reste dans tous les cas forcément importante. Alors le fond est primordial, mais il faut aussi pouvoir le faire comprendre assez rapidement et de bien mettre en évidence ce qui est innovant et l'intérêt que ça a de manière stratégique pour le transport ferroviaire. Et d'un autre côté, si vous n'arrivez pas, vous avez des beaux projets, vous n'arrivez pas à les faire financer, eh bien, expliquez-leur quels sont vos problèmes, discutez-en avec eux et ils vont relayer cette parole auprès de l'État. Ils le font déjà, ils continueront à le faire. Donc là, il y a Ferrocampus qu'on connaît, la Fédération des industries du ferroviaire et d'autres dans d'autres régions, d'autres clusters pôles de compétitivité font aussi ce travail. Donc je vous invite à vous rapprocher d'eux. On a un objectif, c'est aussi de plus cibler les projets d'innovation des PME, des ETI. Les grandes entreprises connaissent mieux les subventions françaises, elles connaissent mieux l'écosystème et savent mieux présenter des projets, elles ont des équipes plus structurées pour le faire. Les PME ETI un peu moins. On a quand même des beaux projets qui sont portés par des PME ETI ou même des grands groupes qui attirent avec eux des PME ETI pour faire des projets d'innovation qui sont intéressants et qui sont porteurs de chiffre d'affaires et de perspectives de marché supplémentaires pour ces PME ETI. Et donc, on souhaite, et c'est une volonté qui est portée au plus haut niveau de l'État, d'aller aussi vers ces PME ETI, soutenir l'innovation et vers les acteurs émergents qui ont des solutions nouvelles, innovantes à proposer. Même si les clusters et pôles de compétitivité peuvent vous aider, je vous encourage à aller vers eux. Quand vous allez déposer un dossier, l'État va respecter la confidentialité des informations que vous avez envoyées. Donc, c'est le double message finalement que je souhaite vous envoyer, qui est cohérent. C'est-à-dire qu'il y a, s'il y a certaines choses que vous ne voulez pas forcément pour des raisons qui vous appartiennent faire savoir ou des précisions sur des questions financières, l'État va conserver la confidentialité de ce que vous envoyez. Même si je ne peux pas donner le détail du futur AMI parce qu'on va en discuter finalement avec la filière comme je vais pu vous le dire de manière initiale. Donc je ne vais pas préempter finalement le débat qui a lieu déjà et qui continuera à avoir lieu entre les directions ministérielles et les associations professionnelles, les clusters et pôles de compétitivité. Je peux quand même vous donner des indications. En termes de niveau de soutien, globalement, on soutient les projets au maximum de ce qui est permis par l'encadrement des aides d'État. Donc, il y a une réglementation européenne qui donne un cadre à tous les États membres pour soutenir les projets au niveau national. Et donc, on est au maximum des aides possibles. Et donc, on va maintenir ce niveau d'aide. En termes d'opérateurs, auprès de qui vous allez déposer un dossier concrètement. Donc, vous pouvez vous faire aider par les clusters pôles de compétitivité pour les construire. Et pour les déposer, ce sera BPI France ou l'ADEME, l'un ou l'autre. Mais en tout cas, on aura un seul opérateur auprès duquel vous allez déposer votre dossier. Et ensuite, l'instruction pourra être faite par un ou l'autre opérateur. Ça reste aussi des modalités à définir en fonction du fond des dossiers qui vont être proposés. En termes de lancement, c'est ce qui vous intéresse aussi. À quelle perspective vous pourrez déposer des projets, quelle perspective temporelle. On vise un lancement fin d'année 2022, début d'année 2023. Donc pour le lancement, c'est-à-dire ensuite vous aurez un certain délai pour déposer un dossier. 2 mois, 3 mois, c'est ce genre de détails, enfin c'est pas que du détail, hein, mais ce genre de caractéristiques techniques de l'AMI et la date de lancement. On en discute avec les associations professionnelles, les clusters et les pôles de compétitivité. Donc voilà, ils seront au courant. Si vous êtes en contact avec eux, restez en contact avec eux, ils vous donneront les informations. On sera là aussi pour vous l'expliquer quand il y aura un lancement, quand les choses sont précisées. On participera à des webinaires comme celui-ci pour expliquer de manière plus précise les modalités, quel type de projet on attend, et donc on le fera en collaboration avec la filière ferroviaire, avec la Fédération des industries du ferroviaire, avec les clusters, les pôles de compétitivité, pour aussi présenter le fond des innovations, des types de R&D, des types de projets qui sont attendus sur le fond,
Et donc, c'est bien cette feuille de route qu'on construit avec eux. Et donc vous avez des bons contacts auprès de Ferrocampus, notamment, pour exposer les projets d'innovation que vous pouvez avoir et ils relayeront votre parole auprès de l'État. Et donc, oui, voilà, donc le lancement fin d'année 2022, début d'année 2023 pour un dépôt des projets, quelques semaines, mois ensuite. Et donc, j'en ai fini pour mon intervention. Je vous remercie et je vous rappelle le message initial et principal, c'est l'intérêt fort de l'État pour soutenir l'innovation dans le ferroviaire et continuer à la soutenir et avoir la discussion avec les clusters, pôles de compétitivité qui organisent ce webinaire et que je remercie pour porter la parole des entreprises du ferroviaire auprès de l'État et pour essayer de trouver le meilleur moyen pour faire des innovations et pour soutenir le tissu industriel et pour aller gagner de nouveaux marchés et tenir les engagements de l'État en termes de développement du ferroviaire. Merci. Une question peut-être, Tommy, on a 2 minutes. Si ce n'est pas trop anticipé, est-ce qu'il y a déjà des idées de thématiques qui seront visées par l'AMI? Donc la discussion est encore en cours, donc le cadrage sera affiné, mais les choses qui sont évidemment dans l'air du temps, sans être trop précis et sans donner une liste exhaustive, on s'intéresse évidemment à tout ce qui permet la transition écologique, la compétitivité du ferroviaire, que ce soit pour le transport de passagers ou de marchandises. Donc évidemment, les innovations sur le fret ferroviaire sont évidemment éligibles et recherchées aussi, en complémentarité avec ce que propose le EuropeSrail. Donc on ne va pas intervenir sur les mêmes objets qu'EuropeSrail, et donc on va intervenir sur d'autres choses. Il y a eu déjà un fort soutien au train léger, et vous allez avoir une présentation du train léger innovant après la fin de ma prise de parole. Voilà, c'est des projets qu'on a soutenus. On a soutenu plusieurs projets de train léger. Vous avez pu les voir dans la presse, des projets qui proposent des services différents. Certains sont assez proches, mais voilà, on a pu soutenir des projets différents. Donc a priori, on en soutiendra plus. Alors, je ne veux pas dire de manière définitive, parce que s'il reste des beaux projets de train léger, on n'exclut pas de les soutenir. Donc voilà, compétitivité du ferroviaire, tous les projets qui ont trait à la numérisation du ferroviaire également, ça reste des projets intéressants. Donc je dis du ferroviaire, mais c'est sur tout le spectre. Et plus globalement, on va s'intéresser, nous, et je porte en particulier le message de ma direction et de mon service, c'est ce qui va améliorer la compétitivité du ferroviaire et ce qui va apporter des nouveaux marchés aux entreprises du ferroviaire, aux PME, aux ETI et aux grands groupes également. C'est notre cœur de métier et nous, c'est quelque chose qu'on va défendre. Donc, je ne peux pas vous donner une liste exhaustive des thématiques, mais voilà, quelques-unes sans empiéter sur le débat à venir. Et merci à vous. Merci. Ce que je vous propose, on a vu un premier temps dédié à la partie dispositifs européens. On vient de voir à l'instant dispositifs nationaux avec Corifer 2. Je vous propose qu'on étudie maintenant à l'échelon régional. Pour cela, je vais laisser la parole à Benoît Rousset de la région Nouvelle-Aquitaine, côté performance industrielle, filière automobile et ferroviaire, et puis membre du comité technique Ferrocampus. Benoît, pour nous dire 2 mots sur l'appel à projet régional Ferrocampus. Bien le bonjour, cette articulation fractale me va tout à fait et je pense que chacun des porteurs de projets qui nous écoutent, chacun des responsables d'entreprise saura par lui-même aller s'adresser à l'Europe auprès de BPI ou de l'ADEME ou de la région en fonction de la profondeur de ces projets, de sa dimension. Et toute cette chose-là, moi, ça me va tout à fait, puisqu'on est dans cet esprit avec cet appel à projet innovation expérimentation au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, d'être en cohérence complète avec notre soutien, notre présence aux côtés de Ferrocampus. Quelque part, la dimension qu'on veut donner
à cet appel à projet qui est doté d'un fonds de 1,3 million d'euros. Donc, on voit tout de suite, c'est pour ça que j'utilisais la dimension fractale des choses tout à l'heure, qu'on n'est pas sur les mêmes échelles, mais on est bien orienté Ferrocampus qui est orienté sur 5 domaines cibles, hein, vous le savez, les lignes de desserte fine du territoire, les infrastructures et les signalisations connectées, la décarbonation du matériel roulant, les nouveaux services aux voyageurs, les dimensions usage, et puis le digital. Vous savez que la région Nouvelle-Aquitaine a une véritable politique bien inscrite dans l'intégralité de ces démarches autour d'un programme qui s'appelle Néoterra. Et c'est vrai que cette dimension-là de management, de participation au management de la transition que nous devons tous mener est importante. Et c'est vrai que cet appel à projet se met aussi au service et en harmonie, en quelque sorte, avec ce programme Néoterra. Je dis cela notamment sur la dimension décarbonation du matériel roulant, qui nous semble un axe important dans cet appel, pas exclusif, hein, mais qui nous semble important, avec une petite ouverture en indiquant qu'il nous semble important pour d'éventuelles propositions sur ce sujet, je pense au gaz par exemple, de bien mesurer l'évolution du contexte énergétique global et des vecteurs énergétiques dès lors qu'il y aura des propositions faites là-dessus. Cet appel à projet, il a une vocation à sa place, hein, à son niveau, à sa modestie, d'être très local, d'être très ferrocampus et de traiter d'innovation, comme le disait Tommy tout à l'heure, autour de textes notifiés, hein, de notre droit à agir sur l'innovation, hein, au niveau national. Certes, innovation, mais aussi expérimentation. Et là, on rejoint ce qui a été présenté tout à l'heure par Chloé, à savoir que Ferrocampus, c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu d'accueil. Et donc, on attend autour de cet appel, quelque part, à alimenter, à nourrir ces dimensions du Ferrocampus. Je rajouterai un mot important, puisque c'est en place au niveau européen et au niveau national, c'est cette notion d'accueil des projets. D'ailleurs, c'est en ligne, hein, vous allez pouvoir candidater rapidement, très rapidement. Il y aura tout à l'heure un flashcode, hein, pour rejoindre les moyens de connexion là-dessus. Mais c'est vrai que nous allons ensemble, et on rejoint la thématique, hein, qui est construire ensemble le ferroviaire de demain. Mais là, pour le coup, autour du Ferrocampus, on va ensemble se mettre en œuvre sur la labellisation de projets, de labellisation autour de Ferrocampus. Donc ça, c'est pour moi un sujet très, très important, très sérieux, qu'on va traiter ensemble, pas du tout à la légère, de manière à partir d'un bon pied, en quelque sorte, sur cet accueil de projet, cette reconnaissance et évaluation de projet au sein de Ferrocampus. Beaucoup de choses ont été dites, et je le redis de manière fractale, vous saurez transposer par vous-même les propos qui ont été dus. L'innovation, on l'a voulu, quand vous lirez le texte, peut-être l'avez-vous déjà lu, puisque c'est un document public aujourd'hui, il est passé devant les élus, devant la commission permanente de la région. On l'a écrit volontairement, de manière très ouverte, sans cibler de manière précise des choses, en touchant potentiellement l'innovation de rupture incrémentale, d'assemblage, l'innovation de processus, de procédés, de produits, de services, enfin, tout ce qu'on peut trouver autour de l'innovation. Donc ça, c'est un point que je voulais réaffirmer, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on est assez ouvert, en quelque sorte. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, et je le répète, toutes ces démarches visent aussi à accueillir du projet, à implanter du projet, notamment sur les plateaux techniques de Ferrocampus, à utiliser les infrastructures, les matériels, le matériel,
la dimension digitale, etc. On est là pour bâtir ensemble, pour construire ensemble, et cet appel à projet modeste et sera opérationnel, sera proche de vous, sera actif à son niveau pour servir ces dessins. Je ne vais pas consommer plus de temps, je vais vous faire un résumé rapide. Donc, c'est un appel à projet d'innovation, d'expérimentation, bien évidemment de projets ayant une réalité sur le territoire néo-aquitain. Je ne pouvais pas ne pas le dire. C'est un implicite puisque ce sont des fonds régionaux. Bien évidemment, ça va adresser des projets qui auront une réalité sur notre territoire. Ces projets doivent servir les DAS de Ferrocampus, je les ai cités tout à l'heure, hein, ligne desserte fine, infrastructure, signalisation, décarbonation, nouveaux services numériques. L'innovation qu'on va observer ensemble, c'est sous toutes ses formes, expérimentation, intelligence artificielle, et je l'ai cité aussi, hein, usage, produits, services. On est plutôt sur des TRL beaucoup plus élevés que ceux que nous a présenté Giorgio tout à l'heure. Donc, cette dimension fractale, on la retrouve aussi, et je trouve que c'est une cohérence assez intéressante sur l'articulation entre dispositifs. Rappelons qu'ensemble, on va bâtir cette labellisation avec ce comité technique de Ferrocampus, c'est un point important. S'implanter sur le site, servir Néoterra. En ouverture, et ça, c'est important, parce que c'est aussi l'expérience qu'on a localement, en quelque sorte. Je vais vous prendre l'exemple de l'appel à projet Mobilité innovante qu'on a ouvert en 2018. Il s'est avéré qu'on a vu arriver plein de projets qui avaient des degrés de maturité complètement différents, et on n'a pas forcément donné une réponse immédiate à chacun de ces projets. Par contre, on a su les accompagner. Tenez-vous bien, je vais encore en passer un là en 2022. Donc, vous voyez, pendant 4 ans, on a accompagné des projets pour qu'ils maturent, pour qu'ils évoluent, pour qu'ils se réorientent, pour qu'il y ait de nouvelles associations, de nouvelles briques technologiques qui soient agglomérées qui soient mises au service de ces projets. Et donc, ça, c'est un point important parce que je pressens que ça peut être aussi ça, cet appel à projet sur cette dimension ferroviaire. Deuxième point, c'est qu'on est ouvert, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de donner une réponse dans ce cadre de l'appel à projet, dans le cadre de ce budget, pour être très concret et pragmatique, dans le cadre de cette capacité à faire, on aura à notre disposition l'intégralité des dispositifs de droit commun de la région, qu'on pourra solliciter par ailleurs, qu'on pourra solliciter indépendamment. Donc, voyez aussi cet appel à projet avec cette sûreté de fonctionnement autour d'1,3 million d'euros, certes, mais aussi cette capacité, alors bien évidemment, à votre accord, à votre envie, à votre volonté d'aller chercher d'autres dispositifs autour de la recherche, autour de l'environnement, autour de l'énergie, autour de, que sais-je, de manière à vous accompagner le mieux possible. L'idée de cet appel au projet, j'ai bientôt fini, c'est aussi de favoriser la rencontre avec l'écosystème régional, avec l'écosystème de Ferrocampus. C'est une démonstration aujourd'hui avec ID4CAR et Ferrocampus qui s'associent pour nous faire réfléchir ensemble. C'est vraiment l'esprit aussi de cet appel à projet. D'autres pôles de compétitivité, l'agence de développement régional, peuvent aussi être sollicités dans le cadre de vos démarches. Et enfin, Tommy l'a dit, on a exactement la même posture. C'est qu'on est en bottom-up aussi, quelque part. On n'est pas là pour dicter des politiques, on est là pour proposer, élaborer des politiques les plus adaptées à notre vie contemporaine. Et donc, quelque part, tout ce qui nous remonte à votre autorisation, bien évidemment, peut aussi alimenter et servir l'élaboration ou l'évolution de nos politiques. Voilà, c'est les quelques mots que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup. Merci pour ce flash
code. Cette capacité aujourd'hui à saisir cet appel à projet qui est passé en commission permanente au début de septembre, mais qui est aujourd'hui opérationnel. Et puis, je vous laisse aussi bien prendre cette mesure de cette capacité à vous articuler par vous-même, en quelque sorte, entre toute cette intelligence européenne, nationale et régionale. Je serai votre contact pendant tout cet appel à projet. Ce n'est pas plus compliqué. Merci Benoît. Merci Benoît pour cette intervention et ces précisions sur l'appel à projet Ferrocampus. Ce qu'on vous propose maintenant, alors Ferrocampus va prendre la main sur la présentation, mais finalement c'est à ce moment-là qu'on va vous faire participer. En tout cas, c'est votre premier temps de participation. On vous avait dit que vous ne resterez pas, je dirais, sans participer. Donc, du coup, c'est à vous de jouer. Vous allez avoir via l'outil SparkUp, donc pour ceux qui ne sont toujours pas inscrits, vous êtes une petite centaine à être inscrits, c'est très bien, mais on peut encore faire mieux. N'hésitez pas à suivre les liens et le code qui, déjà d'une, qui apparaît sur l'écran et qui apparaît dans le chat, parce qu'on va vous poser 3-4 petites questions. Déjà, d'une, pour un petit peu sentir votre appréciation sur vos domaines d'expertise, déjà d'une part, et puis les dispositifs qu'on vous a présentés. Il est évident que vous avez besoin de détails, et ça, on pourra vous les apporter a posteriori. Mais en tout cas, vos premiers ressentis, vos réponses ne seront pas, je dirais, diffusées de façon librement, mais par contre, on verra votre taux de participation. Donc, n'hésitez surtout pas, et je vous encourage fortement à le faire. Et puis, vous avez, ce qu'il faut bien quand même qu'on se fixe un temps, vous avez 3-4 minutes maximum pour pouvoir répondre à ces petites questions rapides avant une deuxième partie dédiée à l'Open Innovation, au train léger innovant, et votre participation cette fois-ci, pas forcément en termes de réponse des questions, mais en termes d'idées à projeter. Merci à vous. On vous laisse vous remplir en tout cas les questionnaires. Effectivement, vous pouvez remplir en rouvrant votre page sur votre téléphone ou votre tablette, votre ordinateur. Un petit questionnaire donc, sur les appels à projets, comme on vient de vous le dire. Et une autre page qui est ouverte en même temps pour préciser votre domaine d'expertise et qui affichera un nuage de mots qu'on affichera juste après. Alors, vous pouvez naviguer dans les onglets ouverts sur l'onglet « Pour vous » sur l'application ou sur la page et ouvrir les autres onglets, le « Who's Who » où vous pouvez éditer votre profil. Quel est le domaine d'expertise de votre entreprise pour apprendre à se connaître, et puis petit questionnaire sur les appels à projets présentés. Donc, on voit que pour l'instant... N'hésitez pas, ne soyez pas timide, hein. On vous fait confiance. On sait compter sur vous pour participer. N'hésitez pas. En effet, comme le rappelait Chloé à l'instant, voilà, votre domaine d'expertise. Et puis aussi, surtout, par rapport aux trois... on parlait d'orientation fractale, et je remploie les mots de Benoît Rousset à l'instant de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire part de votre intérêt, comme ça à première vue, hein, pertinence ou pas, par rapport à vos priorités, par rapport à vos simples idées de développement en cours, projet en cours ou pas. Mais en tout cas, votre intérêt sur les différents dispositifs qui ont été évoqués il y a de ça maintenant quelques minutes. Je les rappelle, hein, les différents calls européens via Europe Trail, avec les deux sur lesquels Giorgio Travaini a fait un focus en particulier, mais peut-être que d'autres vous intéressent. Le Corifère 2, donc l'AMI Corifère 2, de la Direction Générale des Entreprises. Et puis le tout dernier présenté par Benoît Rousset de la région concernant l'appel à innovation et expérimentation pour les dispositifs ferroviaires durables, donc via Ferrocampus. Donc,
les réponses arrivent. La dernière question est un petit peu plus longue, faut écrire. Ouais, voilà. Si vous avez des sujets particuliers qui méritent plus qu'un seul mot pour nous le décrire, alors utilisez quelques mots, hein, mais en tout cas, derrière, et je dirais a posteriori de cet atelier, nous reprendrons contact avec vous dans le cas où vous avez des sujets, des projets à pouvoir ouvrir, à pouvoir déposer, de façon à ce qu'on puisse les organiser et vous accompagner de la meilleure sorte. Voilà, donc je reviens sur le nuage de mots. Si tu peux expliquer un peu peut-être, Chloé, Oui. vous avez à l'écran, en tout cas sur vos écrans de SparkUp, tout plein de mots qui sont apparus. Chloé, si tu nous en donner un petit peu l'explication. Oui, alors effectivement, bon, ça apparaît pas encore à l'écran, mais ça va venir. Donc, on vous demande simplement hein, le domaine d'expertise ou les domaines d'expertise en un mot. Je vois que certains ont réussi à mettre des slash ou des, des underscores. Donc, on voit qu'on a un peu de tout dans les visiteurs aujourd'hui. C'est bien, ça veut dire que le ferroviaire intéresse toutes sortes d'entreprises finalement. J'essaye d'actualiser pour que ça s'affiche. Ça paraît pas. En tout cas, vous avez les uns et les autres sur votre page de SparkUp l'aperçu finalement des mots-clés qui ont été sortis, qui ont été donnés par les uns et les autres, avec des prépondérances pour certains, d'où la police différente en termes je dirais de grosseur de caractère. Pour ceux qui n'ont pas l'écran à disposition, on voit bien apparaître test et validation, liaison au sol, information passager, impression 3D, bogie, ADAS, maintenance. Alors, comme ça bouge sur de fonctionnement, comme ça bouge tout le temps, gestion de la chaleur, vidéoprotection, facteur humain, refroidissement, climatisation, injection plastique. Voilà, donc contrôle IA. Donc, tout plein de mots AIML. Le facteur humain, je crois l'avoir dit, la formation, le V2X également qui apparaît, les systèmes ferroviaires, siège, intériorisme. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous laisse encore aller quelques secondes pour pouvoir nous faire part de ces mots-là, de l'intérêt pour vous des projets, des dispositifs et des différents guichets qui ont été présentés avant de commencer la deuxième partie. Voilà, vous les avez du coup à l'écran, les mots-clés dont vous nous avez fait part. Bon, vous aurez la possibilité d'en entrer de nouveau par la suite, mais il serait dommage quand même de louper les éléments apportés par nos deux intervenants suivants. Tout à fait. Donc, je propose que Virginie, tu commences ta présentation sur les moyens d'expérimentation et le train léger innovant. Donc, Virginie de la SNCF. Bonjour à tous. Voilà. Partager. Voilà. Donc, bonjour à tous, Virginie Taillandier, je fais partie de la direction innovation et recherche du groupe SNCF SA. Je suis notamment en charge de la partie essai et validation sur le projet Train léger innovant. Donc, je vais commencer ma présentation par un petit film qui présente en fait l'ensemble des briques technologiques qui vont être étudiées dans le cadre du projet Train léger innovant.
Voilà. Donc, le projet de train léger innovant. Donc, c'est un projet, comme vous avez pu le voir, dont l'objectif est de développer un nouveau train pour remplacer les trains, certains trains régionaux qui sont actuellement en exploitation. Et l'objectif, c'est d'avoir un train qui soit plus léger, innovant, décarboné, mais également aussi revoir toute une solution autour des lignes de desserte fine du territoire. Donc, il y a tout un sujet autour des sujets d'infrastructure. Donc, comme vous avez pu le voir, ce projet comporte 11 partenaires qui sont associés sur différentes briques technologiques du projet. Donc, on peut voir au travers de ce film qu'il y a différentes briques technologiques qui sont en développement, aussi bien des sujets d'infrastructure comme des sujets de signalisation que des sujets liés au matériel roulant, sur les sujets notamment par exemple d'aménagement intérieur. Donc, le projet a démarré en septembre 2022 et il devrait se terminer en décembre 2026. Donc, en termes de moyens d'essai, ce projet, en fait, comporte plusieurs moyens d'essai, notamment 3. Donc, il y a toute une partie jumeaux numériques dont l'objectif est d'avoir un moyen d'essai qui permet de modéliser et de simuler différentes briques et solutions technologiques. Donc, ce jumeau numérique est plutôt mis à disposition du projet Train Léger, mais après, il y a d'autres solutions qui sont en train d'être mises en place par le Ferrocampus, notamment une plateforme digitale, dont je pense que Chloé précisera des éléments tout à l'heure. Et on a d'autres moyens d'essai, notamment les lignes laboratoires. L'objectif, c'est d'avoir des lignes sur lesquelles nous puissions tester des solutions innovantes avec des visions système, c'est-à-dire qu'avec une vision aussi bien côté infrastructure que sur la partie embarquée dans le train. Donc, ces lignes-là seront peut-être fermées ou circulées. Actuellement, nous avons différents types de tests, sites en cours de recherche. Et le dernier moyen, c'est des laboratoires roulants, dont l'objectif est vraiment de faire aussi bien de l'acquisition de données, mais également de faire des expérimentations de différentes briques technologiques. Et l'objectif du projet, en fait, à terme de ce projet, c'est d'aboutir à un démonstrateur sur lequel on ait pu tester les différentes briques technologiques tout au long de la durée du projet. Donc, concernant les lignes d'essai, pour l'instant, à ce stade, nous avons identifié 2 lignes, notamment le tronçon Sojon-Causse, qui est plutôt un tronçon dont l'objectif est d'avoir une ligne laboratoire qui est actuellement en cours de transfert entre SNCF et vers la région Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif est double, c'est-à-dire avoir un terrain de jeu pour faire de la formation, notamment au travers des différentes formations qui sont en train d'être mises en place pour Ferrocampus, et également d'avoir un site sur lequel on puisse faire des expérimentations, donc sans train, vraiment pouvoir toucher au maximum à l'infrastructure, comme sur des sujets par exemple de commande d'aiguille à distance. Ensuite, on a actuellement une autre hypothèse sur la ligne d'essai qui est envisagée sur la ligne de Busseau-Felletin. Et l'objectif est plutôt sur cette ligne de faire des essais donc, avec un train, avec différentes briques technologiques, par exemple, des briques liées à la signalisation. Et l'objectif, c'est faire de ces essais avec un train de laboratoire d'essai. Et aujourd'hui, nous envisageons aussi également d'avoir d'autres lignes d'essai ou d'autres zones d'expérimentation, d'autres tronçons d'expérimentation sur différentes lignes. Et nous sommes actuellement dans une démarche de recherche de lignes ou tronçons. Et nous avons aussi pas mal d'échanges avec SNCF Réseau pour étudier les différentes possibilités. Donc aujourd'hui, la partie ligne d'essai est encore ouverte en termes de sites potentiels. Sur la partie train laboratoire, donc, comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire différents types d'expérimentations. Donc, pour le projet Train léger innovant, nous avons 2 rames, ce qu'on appelle les X73500, qui sont mises à disposition pour le projet, mais aussi au-delà du projet à différents partenaires. Et au travers de ces 2 trains, donc il y a un train laboratoire qui sera
lui, intégré au plan de transport de Nouvelle-Aquitaine, donc qui transportera des voyageurs. Et l'objectif de ce train, c'est d'avoir des modifications plutôt mineures, non intrusives, avec, par exemple, différentes possibilités, aussi bien tester des nouvelles solutions pour les utilisateurs, pour les voyageurs, avoir des solutions de nouveaux types d'aménagement, par exemple des nouveaux types de services, comme de microfret, par exemple, mais également d'utiliser ce train pour pouvoir faire des acquisitions de données. Donc, par exemple, des acquisitions de données par lidar, par radar, par caméra ou par d'autres types de capteurs. Et ensuite, nous avons un deuxième train, aussi un X73500, qui sera aussi mis à disposition, qui lui est plutôt un train laboratoire d'essai, donc sans voyageurs, sur lequel on fera des modifications beaucoup plus importantes. Donc ce train peut être amené à circuler soit sur des sillons, sur des zones fermées, sur des lignes fermées, ou alors sur des sillons exploités, mais en dehors des circulations commerciales. Et l'objectif de ce train, c'est vraiment de faire des modifications beaucoup plus importantes, comme par exemple un nouveau système de signalisation, des nouveaux systèmes à bord du train. Donc voilà, on a vraiment deux terrains de jeu qui sont vraiment séparés. Modification mineure avec le système train laboratoire avec voyageurs et l'autre train qui serait plutôt avec des modifications beaucoup plus importantes. L'objectif, notamment les enjeux majeurs de ce lot sur la partie essai-validation, c'est d'essayer d'optimiser la disponibilité des moyens d'essai que nous avons pour permettre à l'ensemble des partenaires, des industriels, aussi bien d'autres acteurs du ferroviaire ou d'autres domaines d'activité, de pouvoir bénéficier de ces moyens d'essai pendant cette phase de projet 2022-2026 et même au-delà. Et le second enjeu, c'est aussi de pouvoir optimiser les essais pour réduire les coûts d'expérimentation. C'est-à-dire que si nous avons plusieurs partenaires, on pourra aussi réduire les coûts pour les entreprises qui souhaitent faire des essais pour essayer de mutualiser des essais en parallèle. Donc, on pourra ainsi mutualiser tout ce qui est coût d'études d'intégration, de réservation de sillons. Et comme ça, pour les partenaires qui souhaitent faire des essais, ça leur coûtera beaucoup moins cher. Voilà. Donc, voilà, j'ai fini pour ma présentation. Merci Virginie. Donc je pense que tous, vous allez nous voir venir. C'est le petit jeu maintenant. Vous avez bien compris que vous avez la capacité, les possibilités d'expérimenter vos solutions. N'hésitez pas, donc sur les trains, notamment les trains de la SNCF dans le cadre du projet le train léger innovant, n'hésitez pas à nous indiquer les moyens d'expérimentation que vous souhaiteriez utilisés par rapport aux différents. Donc vous avez à l'écran et sur l'outil SparkUp la possibilité de nous spécifier les différents secteurs tels que les a explicités Virginie. Donc c'est à vous de jouer. C'est vraiment le moment de se dire voilà, j'ai ma solution, j'ai ma techno, j'ai mon service que je pourrais imaginer à court, moyen, long terme, pouvoir imaginer tester, expérimenter en montant à bord. Donc finalement, c'est à vous de jouer, à vous de vous exprimer sur ces sujets qui vous tiennent à cœur, qui sont propres de votre stratégie d'entreprise peut-être. Donc, à vous de les exprimer de façon à ce qu'on puisse ensuite voir comment les articuler les uns avec les autres et pouvoir les expérimenter. C'est le principal. Chloé, est-ce que tu as des indications particulières à communiquer ? Non, tu fais bien les présentations. Effectivement, donc là, c'est pour petite question sur les moyens d'expérimentation dont vous pourriez avoir besoin si vous aviez accès à un train ou à une ligne d'expérimentation, à une plateforme de données mutualisées. Donc, par plateforme de données mutualisées, effectivement, l'idée, c'est de parler de données d'expérimentation, de données d'acquisition, par exemple, sur la maintenance, par exemple, observer les voies en faisant rouler des trains, en captant les sons, les images et tout un tas d'autres données géolocalisées notamment. Voilà, donc on part dans vos souhaits, dans vos rêves d'expérimentation réelle et non plus
en laboratoire ou sur banc de test, mais vraiment avec tout le bruit qu'on peut acquérir sur des tests grandeur nature. Donc ça, c'était une première question. On peut afficher une deuxième question sur la temporalité. À quel horizon vous envisageriez d'avoir des besoins en expérimentation ferroviaire, voir si c'est des besoins vraiment court terme. Alors effectivement, 2023, les délais, il faut savoir que les délais pour expérimenter, pour par exemple mettre des capteurs dans un train, il y a toute une phase d'étude amont. Sur lesquels Virginie pourra vous en dire plus, mais voilà, qui prend un certain temps. Donc, c'est vrai que dans les trains, par exemple, ça peut être compliqué à mettre en œuvre, surtout quand il y a des voyageurs dans le train. Donc, on voit les chiffres mais par contre, pour rebondir sur ce que dit Chloé, par contre, si vous signifiez 2023, c'est que pour nous, en termes de maturité, vous êtes prêts. Donc, n'hésitez pas tout de même à le spécifier parce que ça voudrait dire qu'il est temps, il est même grand temps d'expérimenter, de vous orienter vers un dispositif parce que la maturité et la maturité de votre techno, de vos services, de votre produit, elle est là. Et donc, il ne faut pas la laisser passer, il faut vraiment partir maintenant. Voilà, donc les chiffres ne bougent plus trop. Allez, ouais, on vous laisse aller 10 secondes, 10-15 secondes pour terminer de répondre à ces quelques questions avant de passer à la toute dernière séquence. Alors, juste avant ces questions, je vous ouvre la possibilité de nous en dire plus sur les moyens d'expérimentation dont vous pourriez avoir besoin. Voilà, ça peut être... on va peut-être pas le commenter parce qu'on a plus trop de temps, mais voilà, comme ça, nous, on aura la trace et on pourra vous recontacter derrière. Donc, si vous voulez nous en dire plus, n'hésitez pas. Et on va donc laisser la parole. Oui, du coup, on va laisser la parole à Antoine Muguet, qui est bid manager chez CAF, donc le constructeur. Antoine, Oui. l'Open Innovation, le train léger innovant, c'est à vous. Ok, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis responsable d'offres chez CAF. Et également, donc, je suis responsable du programme Train léger innovant pour la contribution de CAF. Donc, je vais peut-être faire quelques répétitions, mais je vais être très rapide. Par rapport à Virginie, donc effectivement, c'est un consortium Train léger innovant. Ça a été débuté en septembre de cette année avec 11 partenaires pilotés par SNCF. CAF, sur cette partie, on est le fabricant de matériel roulant du train, et donc on va avoir en charge la réalisation de la plateforme de matériel roulant, de la traction et également de l'intériorisme. Donc, par rapport au calendrier, il va y avoir un premier jalon important qui va être fin 2024, où on va présenter on a la volonté de réaliser une maquette physique du train représentative de ce que va être le projet, donc fin 2024, avec la partie intériorisme qui sera représentée, et puis éventuellement certaines fonctionnalités suivant ce qui va être imaginé pendant le projet, ce qu'on va trouver. Donc, les différentes briques technologiques, on n'a pas forcément le temps de les détailler maintenant. Donc, il y a la plateforme et notamment l'intérieur. Et donc, sur cette partie intérieure, le train léger et innovant qui a vocation à desservir les territoires et les petites lignes, il va être amené à remplacer le X73-500, qui est un train diesel, donc avec une solution décarbonée, et il va aussi être déployé, c'est ce qu'on ambitionne, donc dans différentes régions et pour différents usages. Donc, on s'est mis comme contrainte de développer un intérieur modulaire un intérieur modulaire qui va permettre d'adresser différents usages.
faire du micro-fret, faire du transport de vélos, de passagers, de pouvoir rapidement moduler l'intérieur dans une même journée, éventuellement plutôt entre les usages de la semaine et les week-ends, pour pouvoir proposer des usages différents. Également, on ambitionne d'intégrer des équipements qui permettraient de surveiller l'infrastructure. Donc, il y a un terrain de jeu intéressant là au niveau de cette partie intérieure, de cette tâche intérieure pour amener des idées. Et notamment dans le cadre, donc Ferrocampus et la région Nouvelle-Aquitaine sont des partenaires du projet Train léger innovant. Et donc, les idées sont bienvenues pour pouvoir amener des idées dans le cadre de l'Open Innovation. Voilà. Bon, je fais court parce que j'ai vu que le chrono, Merci Antoine. Il arrive à midi, mais il y aurait beaucoup plus à dire, bien sûr. Merci Antoine. Oui, avant qu'on parte tous déjeuner, du coup, vous me voyez venir également. Même petit jeu qui a 5 minutes, vous avez via SparkUp la possibilité de nous faire part. On a parlé tout à l'heure des moyens d'expérimentation, de démonstration. Là, aujourd'hui, quels sont pour vous les innovations, je parlais tout à l'heure de services, de technologies, de produits que vous aimeriez définir, que vous aimeriez retrouver dans le futur train de demain, le futur train léger. Donc, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas, lâchez-vous encore une fois. On peut tout imaginer. On parle d'innovation, donc on peut tout imaginer. J'ai vu qu'il y avait des participants qui mentionnaient qu'ils travaillaient sur les sièges, l'intériorisme. Effectivement, la définition d'un siège léger pour le train léger, ça aura du sens. Effectivement, là, l'idée, c'est vraiment de lancer toutes les idées de ce qu'on aimerait voir dans les futurs trains, dans l'intérieur des trains. On voit que le vélo est un élément important, la connectivité également. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aimer, hein, ça fait grossir les mots au fur et à mesure. L'accès PMR est effectivement un point très important sur lequel Train léger innovant va travailler pour pouvoir adapter les trains à la hauteur des quais, qui sont très variables, surtout sur les lignes de desserte fine des territoires. Voilà, donc c'est une première question vraiment très brainstorming, voilà, pour faire fuser les idées. Et dans un deuxième temps, on va ouvrir une question sur, je laisse un petit peu continuer le temps de rentrer des nouveaux mots, mais la deuxième question portera plus sur votre intérêt en tant qu'entreprise sur des sujets en particulier. Voilà, qui pourront faire l'objet justement de projets dans le cadre de l'Open Innovation du train léger innovant, également de sujets sur l'AP régionale, donc sur l'appel à innovation et expérimentation. Donc, n'hésitez pas, la plateforme SparkUp va rester ouverte toute la journée. Donc, s'il y a des idées qui vous viennent cet après-midi, n'hésitez pas à compléter. Je rappelle que vous pouvez modifier votre nom d'utilisateur SparkUp dans l'onglet « Pour vous » dans « Who's Who ». Vous cliquez sur le petit crayon pour rentrer votre prénom et votre nom pour qu'on sache qui contacter. Voilà. Ouais, je rajouterais, c'est même très important, alors pour vous, mais surtout pour nous, de toute façon, à ce qu'en effet, ce temps-là, parce que du coup, on ne va pas tarder à nous séparer, mais ce temps-là et surtout votre contribution, on veut vraiment la mettre à profit et pouvoir, à nos deux structures, Ferrocampus, ID4Car,
pouvoir derrière donner une vraie valeur ajoutée à vos idées, à vos envies d'expérimentation via le montage de groupes de travail spécifiques sur des thématiques bien particulières, de pouvoir constituer peut-être des partenariats aussi entre acteurs qui avaient vous-même les mêmes sujets de préoccupation, voire éventuellement de pouvoir intégrer certains groupements existants. Donc, ça, n'hésitez pas à vous identifier, je vous y invite fortement. Voilà, on va peut-être lancer la deuxième question. Donc, c'est anonyme, hein, donc les réponses seront anonymisées à l'écran. J'ouvre également... Voilà. Donc, on voit les premiers éléments. Je reviens. J'ouvre également un petit questionnaire de satisfaction rapide pour conclure. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir dans les différents onglets. Et merci pour toutes ces présentations riches en informations. Ouais, un grand merci à tous, aux intervenants, à vous participants. On était plus d'une 60aine connectés, je dirais, au cœur du sujet. Vous nous avez fait part de tout plein de sujets. C'est ce que je vous indiquais à l'instant. On n'en restera pas là, puisqu'on reviendra vers vous. Et c'est pour ça que je vous incitais et qu'on vous incitait vivement à pouvoir participer de façon à ce qu'on donne une suite à votre participation et à cet événement. On espère que cet événement, du coup, vous aura plu, vous aura intéressé, qu'il sera à l'origine de projets, de montage de projets ou tout simplement de confirmation de projets. Et puis, écoutez, n'hésitez pas, dans quelques instants, on repassera aussi sur votre écran les diapos du départ, donc de l'introduction, pour vous rappeler notamment les événements de nos structures respectives. Alors, les événements immédiats à venir, bien sûr, vous les retrouvez tous de façon complète sur nos sites web respectifs ou nos newsletters. Donc, n'hésitez pas, un grand merci à vous. Et puis, vous retrouvez bien entendu le replay de cet atelier webinaire, en tout cas avec un format qui, on l'espère, vous a plu, parce que du coup, un format un peu hybride entre de l'information descendante et puis une participation active de votre part, du coup, vous aura satisfait. Je m'associe à Chloé pour vous remercier tous de votre participation. Et puis, surtout, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Camille, peut-être peux-tu disposer sur l'écran les événements. Vous avez nos coordonnées à l'écran, à Chloé et moi-même. Donc, écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous avec toutes vos questions, notamment vis-à-vis des différents intervenants. Merci à vous. Un très bon appétit et à très vite.